Euh, donc, je me présente, Marianne Vidamant, je suis vétérinaire de formation et je suis ingénieure de développement dans les thèmes sur le comportement du cheval et de la médiation. J'appartiens à une équipe de recherche à l'INRA de Nouzilly, même si je suis donc de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Donc, ça va se passer de la façon suivante. Je vais faire un topo qui va durer une vingtaine de minutes. Et après, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, vous utilisez l'espace enfin là où vous avez commencé à écrire, là, à gauche de votre écran. Voilà. Et pour faire mon topo, maintenant, je vais enlever la vidéo pour être plus tranquille. Et puis, j'ai aussi quelque chose à vous dire, c'est qu'il y aura un petit questionnaire après les questions, donc la discussion avec moi. Il y aura un petit questionnaire à remplir de satisfaction et celui-ci ne sera disponible qu'après les questions et ne sera pas disponible en différé. Donc, si vous voulez le remplir, c'est juste après la discussion. Voilà. Donc, j'ai commencé. Donc aujourd'hui, nous allons parler des principes d'apprentissage et des conditionnements opérants et pavloviens. C'est des termes un peu rébarbatifs, mais vous allez voir que c'est relativement simple à comprendre. Je dirais pas très simple, mais relativement simple. Donc la science du comportement, s'intéresse à comment et pourquoi le cheval perçoit et interagit avec son environnement. Et donc, dans cette science, il y a des gens qui se sont aperçus que l'apprentissage, que ce soit chez les animaux ou les humains, a obéi à certaines lois universelles et que si on respecte ces lois, les apprentissages sont plus faciles et plus rapides. Donc, cela entraîne moins de stress pour l'animal qui comprend mieux, donc cela augmente son bien-être. Et ça entraîne une plus grande sécurité pour les gens qui sont autour de lui, puisque l'animal comprend mieux. Ces théories de l'apprentissage étaient bien sûr inconnues avant le XXe siècle, ce qui n'empêchait pas de dresser les chevaux. Donc en fait, inconsciemment, les dresseurs utilisaient ces lois, mais sans en connaître les règles derrière. Et connaître ces théories est un plus pour travailler les chevaux, parce qu'en fait, on peut mieux comprendre ce que le cheval doit comprendre quand on lui propose un apprentissage. Alors, en fait, cette webconférence est issue du livre de Léa Lansade, édité par l'IFCE, qui s'appelle Travailler son cheval suivant les principes de l'apprentissage, dont vous avez la couverture ici. J'ai fait une première webconférence en février sur une première partie du livre, Habituation et sensibilisation. Vous pouvez trouver cette webconférence sur le site de l'IFCE avec la retransmission des anciennes webconférences. Et aujourd'hui, je vais parler de la deuxième partie du livre qui concerne donc les conditionnements opérants et les conditionnements pavloviens. Alors donc, comme je vous le disais, au XXe siècle, il y a eu la découverte de des grands types d'apprentissage. Et donc, il y a deux apprentissages qui sont utilisés en permanence dans le travail des chevaux, qui sont le conditionnement pavlovien, dit classique, et le conditionnement skinnérien, dit opérant. Alors, on va commencer par l'opérant, surtout, parce que c'est celui qui permet des apprentissages très importants. Et puis après, on passera rapidement sur le pavlovien. Et puis, j'avais besoin de définir ce que c'est qu'un stimulus. C'est toute modification de l'environnement qui entraîne une réponse comportementale. Donc là, j'ai donné quelques exemples. La vue d'un congénère,
l'arrivée d'un soigneur, la distribution de nourriture, etc. L'approche de la chambrière, l'action des mains sur les rênes, le claquement d'une bâche dans l'environnement, l'arrivée d'un chevreuil, etc. Alors, en fait, dans le conditionnement skinnérien et donc opérant, là il me manque malheureusement le titre, je ne sais pas pourquoi, et un petit rat qui était ici, une petite souris qui était par là, voilà, la souris était là. Donc, en fait, dans ce conditionnement, euh, quand euh, le rat voit une lumière, il, euh, il apprend petit à petit que s'il tourne sur lui-même, par exemple, il reçoit de l'aliment, ce qu'on appelle un renforcement positif. Donc, plus il reçoit, enfin, plus il tourne bien, plus il reçoit l'aliment. Et donc, en fait, il comprend l'association entre les deux choses. Alors, en fait, on peut soit utiliser le renforcement positif, donc juste après l'action de tourner pour le rat et en soin d'aliment, soit en fait travailler en renforcement négatif. Et là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire subir au rat une contrainte, par exemple des petits chocs électriques, je crois que c'est un peu ce qu'ils utilisaient, et, euh, et en fait, ces chocs électriques s'arrêtent quand l'animal fait l'action désirée. Donc on va bien revenir sur ces notions de renforcement positif et négatif euh, euh, pour bien poser les choses. Il s'agit d'ajouter positif ou de retirer négatif, hein. Et donc l'animal fait des essais et des erreurs et donc euh, finit par faire l'association d'idées. Donc voilà les étapes pour le cheval. Il y a trois éléments dans cette boucle de compréhension. Donc premièrement, le cheval doit bien comprendre l'action demandée. Il s'agit bien d'une action volontaire. Donc il faut mettre le cheval dans un contexte favorable au mouvement souhaité par le dresseur. Si par exemple on veut que le cheval parte au galop, eh bien on va le mettre dans des conditions dans lesquelles il partira mieux au galop ou plus facilement, soit le pousser au trot, mais bon, ça c'est peut-être pour les chevaux juste au débourrage. Mais après, le mettre dans un coin, ou si on veut reculer, il faut s'arranger qu'il recule droit, donc on va s'aider d'un mur. Voilà, il faut aider un peu le cheval et le mettre dans un contexte favorable. Là, donc je continue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boucle? Eh bien, il y a les renforcements, hein. Donc, le renforcement négatif, qui est ici, c'est bien une situation inconfortable qui va s'arrêter aussitôt que le cheval commence à faire l'action désirée. Voilà, donc on arrête le renforcement. Le renforcement positif, c'est en plus, c'est-à-dire on fait en général l'un ou l'autre, et donc si le cheval fait l'action désirée, il reçoit sa récompense, son renforcement positif. Et les renforcements, donc, augmentent les chances que le cheval répète ce comportement. Il va être motivé par l'un ou l'autre de ces renforcements. Donc, on a vu l'action, on a vu les renforcements. Ben, il nous reste en fait, qu'est-ce qui se passe? Le signal, où en fait, on a des ordres qui peuvent être vocaux ou tactiles ou de tout autre ordre de sensation pour le cheval. Eh bien, en fait, le cheval doit pouvoir repérer quand son action est attendue. Donc, la répétition de l'exercice va permettre au cheval une association entre les trois éléments. Le signal, le renforcement négatif si c'est celui qu'on a choisi, l'action qu'il va faire et le renforcement positif si c'est l'autre renforcement qu'on a choisi.
Donc finalement, le cheval apprend peu à peu les relations entre ses actions et leurs conséquences pour lui, qui sont soit du confort, puisque un renforcement négatif s'arrête, soit de la récompense si c'est en plus on reçoit un aliment. Donc il va faire une association entre un événement, le signal, et un comportement qu'il réalise. Par exemple, donc on va voir les choses suivant deux types de renforcement. Donc l'action à induire chez le cheval, c'est lever l'antérieur gauche. Et soit on va le faire en renforcement négatif, soit en renforcement positif. Donc là, en renforcement négatif, par exemple, on va mettre le cheval en situation favorable, c'est-à-dire déjà démarrer avec un cheval qui a le poids sur son antérieur droit pour qu'il ait envie de lever, enfin, pour que ça ne gêne pas pour lui de lever le gauche. Et le signal va être d'approcher le stick. Ensuite, avec son stick, on tapote le derrière du membre, ici, là, plusieurs fois, jusqu'à avoir un début de réponse. Aussitôt que le cheval fait un début de réponse, on arrête. C'est ça qui va lui expliquer que il a bien fait. Voilà. Alors, en renforcement positif, qu'est-ce que ça donne? La même chose. Donc, on va mettre le cheval aussi en situation favorable. Et là, on a un peu moins d'action possible, de pression sur le cheval pour mettre en route ce renforcement si on veut vraiment être puriste et n'utiliser que le renforcement positif. Donc, le signal peut être le même à peu près, si approcher le stick. Mais par contre, il faut attendre que le cheval lève par hasard l'antérieur ou qu'il ait envie de gratter, par exemple. Et aussitôt qu'il fait ça, on lui donne une récompense. Donc, si on fait ça plusieurs fois, il finit par comprendre que quand vous approchez le stick, c'est de lever la jambe qu'il doit faire. Donc, là, on a une diapo pour expliquer bien les deux sortes de renforcement. Donc, le renforcement négatif, c'est bien une situation désagréable, inconfortable qu'on arrête. Là, vous avez des exemples au-dessus. Donc, c'est à arrêter dès qu'on a un début de réponse, même très faible, et ce sont les techniques habituelles utilisées en équitation. En renforcement positif, il s'agit d'une stimulation réellement recherchée par le cheval qui fait partie des éléments importants dans sa vie à lui. Donc, il faut que c'est une valeur immédiate pour le cheval, c'est-à-dire manger, retrouver ses congénères ou pouvoir bouger, être en liberté. Si on choisit une nourriture, il vaut mieux trouver une nourriture facile à donner, facile à avaler, et il faudrait mieux utiliser un type de nourriture qui serait réservé aux récompenses pendant le travail, ce qui permettrait de ne pas mélanger les genres. Alors, est-ce que la caresse ou les contacts tactiles peuvent être un renforcement positif? Eh bien, immédiatement, ce n'est pas considéré comme un renforcement primaire. Donc, il va falloir l'associer à de la nourriture dans un premier temps pour que, que ces caresses ou ces contacts, plutôt ces grattages, ce serait ça qui pourrait avoir une signification pour le cheval, euh, soit associé à de la nourriture par un conditionnement pavlovien. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon topo. Donc en fait, le dresseur a une boîte à outils qu'il a tout intérêt à maîtriser et en fait, du coup, derrière, il peut choisir l'un ou l'autre en fonction de l'exercice du cheval, du contexte. Donc au niveau de la méthode pas à pas, l'étape 1, c'est bien d'identifier l'action attendue de la part du cheval. Donc sur les jeunes chevaux, on va leur demander des actions extrêmement simples, extrêmement courtes, tourner, s'arrêter, changer d'allure, puis demander des actions de plus en plus compliquées. Il faut choisir l'ordre, le signal, et ce signal doit être facilement identifiable par le cheval par nouvel apprentissage. Hein. Par exemple, le contact franc des mollets pour avancer. Et puis, ces ordres vont devenir beaucoup plus subtils au fur et à mesure de l'apprentissage. Souvent, sur un cheval monté, on va avoir une combinaison d'ordres à la fois tactile, sur son dos, sur son flanc,
le dos par l'assiette, la commissure des lèvres par les rênes, ou visuel ou auditif. Et en main, c'est des ordres auditifs, visuels ou tactiles. Ensuite, on va choisir le renforcement suivant les contraintes de l'exercice. Et c'est vraiment un atout d'être à l'aise avec les deux types de renforcement pour choisir le plus adapté et pour mixer les deux si besoin. Donc, il faut choisir un renforcement très motivé pour le cheval, mais il faut le doser. C'est-à-dire qu'on va donner une poignée ou quelques granulés et non un saut, et une pression de mollet et non un coup de cravache, parce que de toute façon, les renforcements négatifs, désagréables, entraînent du stress s'ils sont trop désagréables. Et dans l'étape 4, on va trouver comment placer le cheval pour qu'il produise par hasard la réponse attendue. Car le cheval n'a aucune idée de ce qu'on attend de lui, donc il faut l'aider à produire la bonne réponse et le mettre dans une situation favorable pour réaliser cette action. Ensuite, prévoir un nombre suffisant de séances, une séance étant une série de plusieurs essais. Hein. Donc, prévoir des séances pas trop longues, de l'ordre de 10 à 20 minutes, avec plusieurs essais par séance, 10 à 20 essais par exemple. Mais ça dépend complètement de l'apprentissage, de la difficulté du cheval, voilà. Et ce qu'on appelle un essai, c'est une séquence complète où on a bien pu mettre en place le signal, le renforcement et qu'on a pu observer quelque chose de la part du cheval. Et ensuite, eh bien, on va arrêter parce qu'il est important que le cheval ait des pauses de quelques heures ou de quelques jours. On a pu montrer que c'était plus efficace que d'apprendre plein de fois la même chose au même moment ou à des moments sans espacement de temps. Et enfin, on se lance et on ajuste. Choisir un endroit familier et calme pour que le cheval soit focalisé sur la tâche. S'ajuster, c'est-à-dire que si le cheval ne comprend pas la demande, essayer de trouver une autre solution pour qu'il puisse faire le mouvement par hasard, ou lui demander 2 fois moins, des choses beaucoup plus petites, et au moindre mouvement esquissé par le cheval, beaucoup récompensé si on fait du renforcement positif, ou céder très vite si on fait du renforcement négatif. Et dans cette partie conditionnement opérant, il y a aussi les punitions. Et donc, je voulais juste vous expliquer 2-3 choses sur les punitions. Donc, les punitions diminuent la fréquence des comportements aux conséquences défavorables pour le cheval, de son point de vue à lui. Hein. Il s'agit, les punitions, théoriquement, c'est appliqué quand un cheval fait quelque chose qui n'était pas prévu et qui n'est pas désiré. Et du coup, ces punitions ne guident pas du tout le cheval vers un comportement désiré par vous-même. Hein. Donc, dans le petit tableau qui est là, on a bien aussi 2 sortes de punitions. Des punitions positives, c'est-à-dire des punitions qu'on apporte en plus. On apporte quelque chose de désagréable, d'inconfortable, par exemple, tape sur le nez, ce qu'on fait le plus souvent avec les chevaux. Et puis, ne pas apporter quelque chose d'agréable. Exemple, si un cheval tape dans une porte parce qu'il voit la brouette de granulés passer, eh bien, si vous ne cédez pas à ces injonctions, c'est-à-dire vous ne lui donnez pas à manger, c'est une punition négative. Alors, la punition est difficile à manipuler. Elle est à utiliser avec mesure, au bon moment et avec cohérence. Sinon, ça peut donner des choses incompréhensibles pour le cheval. Alors, le conditionnement pavlovien, c'est une association plutôt involontaire. Donc, ce qui est très connu, c'est le système de Pavlov, où en fait, le chien voyant de la viande va saliver. C'est ce qu'on appelle un stimulus inconditionnel.
ce stimulus a cet effet-là, quelles que soient les conditions. Et puis, on a une cloche qui est un stimulus neutre qui, au départ, ne fait pas saliver le chien. Et ensuite, pendant le conditionnement, on associe la cloche juste avant la présentation de la nourriture, de la viande, ce qui fait plusieurs fois, en beaucoup de sessions, et à la fin, quand le cheval est conditionné, le chien est conditionné, le chien salive au seul son de cette cloche. Voilà ce que c'est que le conditionnement pavlovien. Alors en fait, chez le cheval, ben, il y a aussi des conditionnements pavloviens. Par exemple, si un poulain voit un seau pour la première fois, ça va absolument rien lui faire. Ben, surtout que voilà. À force d'avoir vu un seau qui distribue, enfin, dans lequel il y a de la nourriture qui l'intéresse, qui lui procure de l'excitation et des émotions positives, eh bien la vue seule du seau va finir par produire cet effet-là. Donc tout ce qui est situation et lieu associé à de la nourriture entraîne ce conditionnement. Donc ben, le fait de rentrer au box, on peut imaginer qu'il pense qu'il peut manger dans son box à un moment ou à un autre. Le bruit de la brouette de granulés, l'arrivée du soigneur. Et puis, quand les gens le font exprès, c'est-à-dire d'associer des actes de la vie courante avec de la nourriture, hein, pose du licol, du mort, doucher le cheval, passer un guet, associer la nourriture avec la montée dans le camion, dans le vent, sans faire euh, d'apprentissage très très compliqué, comme on a vu précédemment. Euh, Mettre de la nourriture dans une barre, en association avec la barre de contention, associer ces situations, ces lieux avec la nourriture, les rend beaucoup plus attractifs pour le cheval. Alors, en théorie, le conditionnement pavlovien, c'est d'abord euh, la chose que vous voulez associer, puis la nourriture immédiatement après. Et c'est comme ça que l'association se fait correctement. Et donc, on a également plein d'exemples en équitation, puisque on parlait de renforcement négatif. Du garrot, je vais vous donner quelques exemples. Donc, ce que je vous disais, le stimulus neutre doit précéder le stimulus inconditionnel pour fabriquer correctement l'association. Voilà. J'en ai fini avec mon topo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de bien comprendre les principes d'apprentissage pour les utiliser volontairement avec son cheval. Qu'en cas de conditionnement opérant, il faut être bien conscient de la boucle utilisée entre le signal, le renforcement négatif, l'action désirée, ou le renforcement positif si on a choisi cette solution. Que le renforcement négatif, c'est enlever, soustraire quelque chose de désagréable. Que le renforcement positif, c'est apporter en plus quelque chose d'agréable. Et que, en fait, vous utilisez tous des conditionnements en vous en rendant compte ou pas. Et souvent, on mélange différentes sortes de conditionnements ou différents renforcements ensemble. Donc voilà, vous allez pouvoir poser vos questions dans la partie gauche de l'écran.
Et à la fin de cette webconférence, si vous avez d'autres questions, que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, vous les posez par l'adresse mail info@ifce.fr. Voilà, puis je vous ai parlé du questionnaire à remplir si vous voulez, mais là, il sera disponible qu'à la fin de notre discussion. Dans le document que vous pouvez télécharger, que je vous ai montré, vous avez également, donc vous pouvez commencer à réfléchir à vos questions et donc je vais les regarder directement dans le chat public là parce que j'ai une collègue qui est là pour m'aider, mais Frédéric, c'est pas la peine de recopier les questions. Je regarde s'il commence à y en avoir. Donc je vois qu'il y a des gens qui s'en vont. Voilà. Alors, je vois qu'il commence à y avoir des questions pour des cas particuliers. Alors, il faut savoir que je suis une scientifique, mais que je ne suis pas une dresseur de chevaux. Hein. Donc, je ne peux pas forcément vous donner la solution au problème que vous pouvez avoir. Alors, donc, je vois, première question, renforcement pour un cheval qui ne reste pas immobile à la tâche. Je pense que ça peut être que de la nourriture. Il faut que le cheval, qu'il faut arriver à ce que le cheval fasse un tout petit moment d'immobilité pour pouvoir lui donner cette nourriture à ce moment-là. Alors, et peut-être que le clicker pourrait vous aider. Alors, pour faire monter un cheval dans un vent, comment associer un renforcement positif si le cheval refuse de monter? Doit-on envisager d'abord un renforcement négatif? Alors, on peut mixer les deux, mais c'est vrai que il y a un article notamment d'une dame, enfin d'un Slater, euh, en anglais, qui explique un peu comment elle fait pour faire monter des chevaux qui ne voulaient plus monter dans des vents. Mais c'est vraiment du pas à pas, hein, avec de renforcement positif. Donc, c'est passer beaucoup de temps pour un tout petit mouvement vers l'avant avec de la nourriture, et progressivement. Lorsque vous utilisez un renforcement, alors, je continue. Lorsque vous utilisez un renforcement positif pour aller à la douche, par exemple, pendant combien de temps et à quel moment arrête-t-on de donner une récompense? Donc là, votre question, c'est alors la récompense, c'est immédiatement. Aussitôt que le cheval reste immobile, il faut le récompenser. Et surtout, jamais le récompenser s'il a bougé. Il faut qu'il comprenne qu'il n'aura de nourriture que s'il reste sage. Alors, à quel moment arrête-t-on de donner une récompense? Ah, si le cheval, au bout d'un certain temps, ne bouge plus, eh bien, progressivement, vous ne donnez plus de récompense. C'est quand il est arrivé à 80%, 90% de succès, vous pouvez donner la récompense que de temps en temps. Et c'est ce qu'on appelle l'effet casino. Et c'est ça qui marche le mieux pour entretenir un apprentissage qui reste très difficile. Après, il y a certains chevaux qui n'ont plus besoin du tout de récompense. Mais on peut aussi avoir des extinctions, ce qu'on appelle de l'extinction. Hein, c'est-à-dire, en fait, comme il n'y a plus d'association entre l'action du cheval et une récompense, lui, il peut recommencer à faire ce qu'il faisait avant. Alors, question. Pour le vent, il faut commencer à mettre de la nourriture à l'entrée du vent et ainsi de suite jusqu'au fond, le faire régulièrement, amener petit à petit la nourriture tout au fond, ça marche très bien. Je suis d'accord complètement. Si possible, le mettre en contact avec le vent quelques jours avant, porte ouverte. Il faut le familiariser avec ce monstre et sa bouche ouverte. Oui, oui, tout à fait. Il y a des gens qui mettent les vents au milieu du pré.
tout ouvert. Et après, il faut savoir qu'effectivement, vu la façon dont les chevaux voient, le vent est très petit pour eux. Et du coup, ce qui est important, c'est que aussi la lumière rentre bien dans l'axe du vent pour que ça ne fasse pas un trou noir. Hein. Puisque vous savez que les chevaux ont une vision panoramique, ils voient de très loin, enfin ils voient de sa hanche gauche à sa hanche droite, et donc le vent c'est tout petit au milieu, il n'y a aucune raison qu'ils aient envie de rentrer là-dedans. Voilà, je suis d'accord tout à fait avec Madame Marie-Laure Gerval, là. Demander souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup. Je crois que c'est une phrase d'un dresseur, historique. Alors, est-ce que l'odeur de la récompense pourrait suffire pour obtenir un résultat? En fait, peut-être que l'odeur peut être... pardon, excusez-moi, mon ordinateur s'est mis en veille, mais je continue. Peut-être que l'odeur pourrait être associée par un système de conditionnement pavlovien. Mais il faut déjà que le cheval soit super et vraiment son apprentissage bien réalisé avec les granulés eux-mêmes. Alors, que faire avec un cheval qui n'a d'attrait ni pour la nourriture ni pour les caresses? Ouf. Effectivement, euh, c'est étonnant. Je suppose qu'il mange un peu quand même, ce cheval. Mais peut-être qu'il n'est pas motivé par la nourriture pour réaliser une tâche. Euh, il faut absolument trouver quelque chose qui l'intéresse. Bon, là, ça va devenir compliqué si on met une femelle en chaleur dans le vent ou ailleurs. Alors, effectivement, nous, on a eu quelquefois des soucis pour faire des tests avec des chevaux qui ne connaissaient pas certains aliments. Donc, ils étaient obligés de mettre de l'herbe, par exemple, parce que les granulés, ben, ils ne connaissaient pas. Hein, et quelquefois, nous, on a mis des carottes, mais ils n'en voulaient pas. Voilà. Il faut tester tout le potager. C'est sûr que vous aurez plus de chances en testant le potager qu'en testant des friandises du commerce. Mais vous pouvez peut-être aussi essayer. Il n'aime rien, je l'ai vendu trop dur à dresser. Ouais, ben, je comprends votre problème. Après, peut-être qu'il faut regarder quand même, il y a un livre d'Hélène Roche qui s'appelle Motiver son cheval sur les récompenses. Euh, Là, j'ai dû vous mettre la référence dans le texte. Hein, ben voilà, il est là ici. Voilà, je vous ai mis quelques références, notamment ce poster de l'ISES, hein, les principes fondamentaux de l'entraînement du cheval, et qui est en français sur leur site à eux. Et puis après, je vous ai mis, ah oui, après je vous ai mis une petite pub pour Wikipédia. Là, vous trouverez plein de fiches sur différents sujets. Ici, donc, je rappelle le guide, et puis donc la journée de conférence d'actualité en éthologie équine à Saumur le 18 mai. Notre blog sur comportement bien-être. Et derrière, je vous ai mis les prochaines webconférences. Je vais répondre aux questions. Et puis,
Et puis donc 3-4 diapos que je vous passe très vite, mais comme ça vous pourrez les regarder après, sur des exemples, enfin pas pratiques, mais euh, des exemples de tous les jours où on a des conditionnements opérants. Alors, quelle attitude doit-on avoir lorsqu'un cheval gratte le sol quand il est attaché? Devons-nous le récompenser dès qu'il arrête? Ne risque-t-on pas de créer une confusion dans sa tête? Ben, je crois que c'est ça, c'est le récompenser dès qu'il arrête. Mais je peux pas vous dire si c'est si facile que ça à faire. Alors le non fonctionne bien avec la récompense. Donc là, vous voyez typiquement, c'est l'association entre un signal vocal qui a peut-être été associé à d'autres choses avant. Parce que là, je pense que le non, il n'est pas forcément dit sur un ton très gentil. C'est-à-dire le non quand il gratte et la récompense quand il s'arrête. Voilà. Mm. Oui, oui, c'est ce que je disais avant, c'est qu'on peut associer effectivement euh, deux renforcements pour mieux faire comprendre ce qui se passe au cheval, enfin ce qu'on souhaite au cheval. Donc ma collègue vous a mis comment télécharger le document que je vous ai préparé. Voilà. Et du coup, bah, si vous êtes encore là et que vous avez 3 minutes, est-ce que vous pouvez répondre au questionnaire après qu'on ait fini de discuter? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'un jeune cheval mord, faut-il punir? Je peux, enfin, je n'ai je n'ai pas d'expérience suffisante pour répondre correctement à cette question. Euh, je pense que, enfin, je pense qu'on ne peut pas laisser les chevaux mordre. Donc, euh, donc après, il faut trouver une solution pour leur expliquer qu'il ne faut pas mordre. Alors, il faut faire attention parce qu'il semblerait que certains mâles considèrent qu'une tape sur le nez, c'est plutôt un signe d'intérêt et il faut être sûr que ce que vous appliquez comme punition en ait une pour cet animal. Alors, difficile de faire la différence entre conditionnement opérant et pavlovien. Euh, Vous dites dans les cas de tous les jours ou intellectuellement? Intellectuellement, je pense que enfin, le plus simple pour s'en souvenir, c'est le terme opérant, ça veut dire opérer, ça veut dire faire quelque chose. Dans un cas, en fait, le cheval fait une action volontaire, il a compris à peu près ce que vous lui demandiez, alors que dans le conditionnement pavlovien, ça se fait tout seul, c'est involontaire. Hein, c'est voilà, c'est d'autres, je pense que c'est d'autres parties du cerveau qui associent, c'est comme une espèce d'association d'idées. Alors, pouvez-vous donner un exemple dans une situation, faire monter le cheval dans un vent, d'un conditionnement opérant et pavlovien? Alors, faire monter le cheval dans un vent, clairement, c'est une action. Donc, ça peut pas être seulement du conditionnement, ça peut pas être du conditionnement pavlovien. Hein. Alors, euh, conditionnement opérant avec renforcement positif. Donc, vous souhaitez que votre cheval monte dans ce vent. Donc, vous le mettez devant et, aussi, et aussitôt qu'il commence à avoir envie de poser le pied dessus, vous renforcez positivement.
Si vous souhaitez utiliser le renforcement négatif, il s'agit de faire comme la plupart des gens font, c'est-à-dire de se mettre derrière et puis de le stimuler, de lui faire un peu peur avec une cravache ou quelque chose, jusqu'à ce qu'il fasse l'action désirée. Voilà. Et le pavlovien dans l'histoire, c'est pas comme ça qu'il va marcher. Il va marcher si, par exemple, vous associez la voix avec le fait que vous récompensez. Hein. C'est-à-dire en disant bien, par exemple, quand vous donnez une récompense alimentaire, juste avant, c'est ça la connexion, hein, l'association d'idées. Et au contraire, si vous êtes en renforcement négatif derrière le cheval à lui faire peur avec une grande chambrière pour le faire monter dans le vent, et ben criez, comme font pas mal de gens quand un cheval ne monte pas dans un vent. Hein. Voilà. On peut imaginer qu'après, il n'y a plus besoin trop de la chambrière et qu'on peut crier seulement. Vous voyez la différence? Dans un cas opérant, le cheval opère. Dans l'autre, c'est une association d'idées. Hein. Alors, il y a une dame qui dit, en fait, ce que j'ai fait, tapoter le dos du cheval avec la cravache, je dis bien tapoter sans arrêt. Lorsque le cheval fait un pas, un seul, en avant, c'est immédiatement est récompensé. Donc là, cette dame, elle a utilisé les deux systèmes. Hein. Le renforcement négatif, tapoter gentiment, mais sans arrêt. Et aussitôt que le cheval fait un pas, elle donne la récompense. Donc du coup, elle utilise les deux en même temps, enfin l'un derrière l'autre. Eh bien parfait, merci. Bon, après, tous les chevaux, enfin, il y a certains chevaux très très résistants. Oui, je crois que c'est beaucoup de patience parce que je pense qu'il y a des gens qui passent une journée, enfin de grandes heures à faire monter le cheval dans le vent, voilà. Mais en passant du temps avec beaucoup de patience, avec un cheval qui ne prend pas peur du tout, qui est en confiance, eh bien peut-être qu'on va passer beaucoup d'heures à ce moment-là, mais que ce sera ça de gagner et que le cheval après n'aura plus de résistance à monter dans le vent. Voilà. Il y a des techniques qui stressent les chevaux et il y a des techniques qui les mettent beaucoup plus en confiance. Bon, mais oui, oui, c'est une autre façon de faire et je pense que enfin, c'est important de savoir ce qu'on fait parce qu'une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus correct vis-à-vis des chevaux. Ok, bon ben je pense on a fini. Merci. Ben, merci pour vos encouragements. Voilà. Comme ça, j'ai la technique de tapoter sur le dos. Alors, il y a un monsieur qui dit, lorsqu'on apprend un poulain de quelques semaines à donner ses pieds, il me semble que c'est acquis définitivement. On peut tester une fois par an pour confirmer. D'une manière générale, combien durent les acquis de l'apprentissage en fonction de l'âge? Ah, euh, en fait, ah oui, poulain de quelques semaines. Voilà, la dame a raison, là, Madame Gerval. Le cheval a une mémoire d'éléphant et donc en fait, à chaque fois que nous, on a fait des, des rappels pour voir si les chevaux qu'on avait en expérimentation à l'INRA, nous y ici,
se souvenaient de ce qu'ils avaient appris avant, eh bien, ils s'en souviennent toujours. Donc, mais bon, nous, on a fait des rappels à 1 an, à 2 ans, mais je crois qu'il y a eu une publication dans laquelle une dame avait fait faire un apprentissage pour reconnaître des choses visuelles et que 5 ou 6 ans après, les chevaux s'en souvenaient, hein. Donc voilà, les chevaux ont une très grande mémoire une fois qu'ils ont bien appris quelque chose. Sur le coup, ils se souviennent pas forcément très longtemps de quelque chose, hein, puisque leur mémoire de travail est de l'ordre de 16 secondes. Mais une fois qu'ils ont compris quelque chose, ils s'en souviennent bien. Alors, pour documenter, le conditionnement opérant est très utilisé avec les chiens et donne d'excellents résultats. Et comme dit notre participante, l'état émotionnel du conducteur induit celui du chien, idem avec le cheval. Oui, oui, tout à fait. Pour des raisons de temps, j'ai enlevé une diapo dans laquelle je disais que la session d'apprentissage enfin, et doit laisser un souvenir favorable à l'animal et que donc les techniques de conditionnement opérant qui permettent à l'animal de se repérer, surtout si c'est du renforcement positif, c'est à la fois prédictif et ça peut devenir agréable pour eux. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de commentaires ni de questions. Ben, merci de votre participation et bonne soirée à tout le monde.